bonjour, bienvenue. Ce n'était pas prévu que je commence par cette plaisanterie. Et en même temps, ça fait partie de la vie, j'adore rire. Et je crois que j'ai récupéré une capacité à vivre différemment depuis que j'ai rencontré ce processus. Et déjà, merci d'être là, parce que je ne suis pas dupe que c'est, comme disait la collègue, c'est le dernier jour, demain la reprise. Et en même temps, si vous n'étiez pas là, ça ne me permettrait pas de vous offrir ce que je reçois depuis plus de 20 ans maintenant. Et donc, à mes yeux, eh bien, vous avez un statut particulier. Au même titre que les enfants, les élèves, ont des statuts particuliers, a priori à vos yeux, parce que sinon, vous ne pourriez pas faire les métiers qui sont les vôtres. Et donc, à quel moment on remercie les gens avec lesquels nous sommes pour qu'ils nous aident à être aussi qui nous sommes? Et donc, je vais vous parler de quelques principes qui sont issus d'un travail de recherche de David Rock pour partager tout ce qui met en confiance un enfant, un adulte, nous, dans l'apprentissage. Donc, que dans les yeux de la personne qui apprend, il voit que pour celui qui transmet, il a une importance particulière. Je le répète, vous n'êtes pas là, ça ne fait pas pareil pour moi. Le C, c'est certitude. Une chose est certaine, c'est qu'à la fin de cette heure, aucune d'entre vous ne seront initiés à cette approche de la communication non violente, puisque, comme je l'ai dit en trébuchant avec mon micro, c'est plutôt un art de vivre. Quelquefois, c'est transmis comme un outil, à mon grand désespoir, parce que si cet art de vivre est transmis comme un outil, de mon point de vue, on pourrait en faire quelque chose qui nous serve pour obtenir quelque chose des gens avec lesquels nous sommes. Or, aujourd'hui, j'en suis à quasi 20 ans de tentative d'apprentissage de cette philosophie de vie. Et j'aime définir la CNV maintenant comme un grand chemin d'honnêteté avec moi-même. Et on va voir comment, au fur et à mesure, ça va vous donner de la clarté. Donc la certitude, c'est que vous aurez tous entendu parler de la communication non violente, de globalement ce vers quoi on peut tendre quand on commence cette appropriation de cette vision du monde qui est différente. Mais par contre, vous ne serez pas formés, ça c'est clair. Le A, ça a à voir avec l'autonomie. Et cet homme, David Rock, il a mis en évidence qu'une des choses qui est fondamentale pour un être humain, c'est qu'il ait cette perception de sa propre autonomie, c'est-à-dire que ce qui fait le plus ce qui fait un humain, c'est quand il a le choix. Et le plus grand choix, c'est qu'il puisse partir, être suffisamment autonome pour se tirer si c'est bon pour lui qu'il se tire. Donc ça, j'insiste vraiment. Si à un moment, ce que je vous partage ne correspond pas à vos attentes, mais vraiment, je vous en supplie, faites le choix de partir, expérimenter ce haut niveau de liberté qui est en lien avec le discernement et qui fait dire, là, ça ne va pas avec ce que j'ai envie d'entendre, alors je fais le choix de partir et d'observer la joie que ça doit faire de s'être, pour une fois, rechoisi. Alors vous allez me dire, elle est complètement cinglée, elle n'a jamais vu d'élèves dans une classe. Est-ce qu'elle se rend compte qu'on ne peut pas dire aux gamins de partir? Alors j'ai une expérience qui est certainement beaucoup plus courte que la plupart d'entre vous, puisque je n'ai vécu que 5 ans dans un établissement scolaire en étant infirmière scolaire. Et après, j'ai navigué pendant un peu plus de 10 ans, je dirais dans toutes les banlieues d'Île-de-France, parce que je travaillais pour le Conseil régional d'Île-de-France à cette époque, et je travaillais sur 2 thématiques, la vie relationnelle, affective et sexuelle, et la prévention du suicide à l'adolescence. Et j'avais en moyenne 200 ou 300 jeunes par semaine. Et quand je leur disais qu'ils n'étaient pas obligés de rester, c'était très étrange de voir dans leurs yeux cette espèce de truc qui faisait comme ça. Ils disaient « Hey, madame, ça veut dire qu'on pourrait tous partir ?» Sur le fond, oui, et en même temps, j'ai une responsabilité en termes de sécurité, et que si vous deviez quitter cet espace, ce ne serait pas pour quitter le bahut. Parce que, évidemment, moi, je tiens à votre vie, il y a quelque chose en lien avec l'engagement, avec les familles, etc.
Et c'était très étrange quand il me disait « Ouais, mais c'est comme si, en fait, alors qu'on sait qu'on peut partir, on a envie de rester. » Pourquoi ? Parce que là encore, ça va être une question de posture intérieure. De regarder qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes auraient envie d'être à votre contact. Et ça, c'est la question avec laquelle on fonctionne, en tout cas on intervient depuis des années à Déclic sur comment soutenir les adultes que vous êtes pour retrouver une posture inspirante. Et quand je parle de posture inspirante, comment est-ce que vous pourriez faire autorité depuis un espace où ce serait détaché d'une forme de prise de pouvoir sur l'autre. Et il y a un enjeu aujourd'hui à retrouver une posture d'alignement qui va permettre aux ados de pouvoir, aux jeunes, pardon, en fonction de l'âge des petits et moyens ou grands que vous avez, qui leur permettrait de se dire « j'ai tellement hâte de retrouver cette personne tellement elle m'inspire ». Et ça, c'est un défi. Pourquoi ? Parce qu'on va le voir au fur et à mesure. Il y a un décalage la plupart du temps entre nos intentions éducatives et la réalité de ce qu'on peut faire, pas par défaut d'intention. J'ai jamais croisé un éducateur qui avait de mauvaises intentions, jamais. Par contre, j'ai vu beaucoup de gens démunis. Et nous, à Déclic, et si après l'intervention on voulait échanger, il y a Aurélie qui est dans la salle, Aurélie Capgras, qui est notre coordinatrice nationale. Donc, on pourrait être au moins 2 à répondre à tous les objectifs qu'on s'est fixés avec Déclic. Notre objectif, c'est de refuser toutes les interventions qui sont en direction des élèves pour prendre soin de ceux qui prennent soin. Quand je me suis inscrite pour ce salon de l'innovation, je me suis dit, mais c'est quoi une innovation finalement ? Ça veut dire quoi ce mot ? Et en cherchant dans les synonymes, il y a révolution. Et puis, il y a innover au sens de proposer un truc qui n'existait pas avant. Eh bien, nous, aujourd'hui, on milite à Déclic pour que rien ne soit vécu en direction des élèves qui n'aurait pas été vécu en direction des adultes. Pour moi, il y a une urgence aujourd'hui à prendre soin de vous. Et donc, on milite pour la formation initiale et continue pour que tout ce qui s'appelle compétences psychosociales and co, eh bien, les enfants puissent les vivre et les intégrer par imprégnation. Je ne crois pas à l'histoire des mallettes de 30 minutes. L'empathie, pour moi, est une qualité d'être. Ce n'est pas une matière. Et donc, c'est comment on va soutenir les adultes pour être, à certains moments, le plus souvent possible empathique pour que l'enfant qui naît et qui arrive dans le système scolaire puisse maintenir cette qualité empathique qui est la sienne à la naissance. Nous naissons empathiques et on va voir que le travail de Rosenberg, qui est à l'origine de la communication non violente, ça a été d'aller déjouer les pièges de notre langage pour repérer qu'est-ce qui, dans une reproduction de langage telle que celle qu'on a reçue de nos parents, de grands-parents, de la société en général, eh bien, à un moment, on va se priver, on va se couper de notre nature empathique. Mais ça, c'est ce qu'on va voir après. R, il a mis en évidence qu'on apprend mieux quand, dans une salle, on connaît au moins une personne. Alors, il est possible encore que certaines d'entre vous n'aient rencontré personne, et on va partir sur une petite expérience après, pour qu'au moins vous ayez une personne à qui parler. Et puis le dernier, fairness en anglais, excusez-moi pour l'accent, c'est tragique. S'il y a des enseignants en anglais, là, je me vois déjà faire comme ça. Et en même temps, j'ai vraiment fait du mieux. C'est que pour apprendre et être en sécurité, eh bien, il est fondamental de vivre autant de justesse et de justice que faire se peut. Donc, si à un moment, il y avait quelque chose, en fait, qui grinçait à l'intérieur de vous, quelque chose que vous seriez amené à vivre moins juste que dans vos rêves, je vous en supplie, vraiment, signalez-le-moi. Parce que, pour moi, c'est fondamental qu'on ne laisse pas de grain de sable dans la relation. Donc voilà, j'avais envie de démarrer avec ces grands axes notre rencontre. Je ne sais pas si j'ai accès. Alors, c'est peut-être avec ça, le truc ? Oh, génial.
Donc Rosenberg disait, si nous voulons la paix, il nous faudra éduquer d'une manière radicalement différente les prochaines générations. Ça semble tellement évident et en même temps, on ne se lasse pas de reproduire les mêmes choses. Et l'histoire nous montre la tragédie de voir que rien ne sert de repère. Inlassablement, il y a des conflits, inlassablement, il y a des guerres, inlassablement, on parle de harcèlement et tutti quanti. Je ne vois pas pourquoi ça changerait si on continue de faire ce qu'on a toujours fait. Il est très possible qu'on récolte ce qu'on a toujours semé. Alors moi, je suis née dans une ferme. Mon père avait des expressions assez simples à comprendre. Il me disait, tu sais, ma chérie, quand on sème du blé, on récolte du blé. Quand on sème de la merde, il est possible qu'on récolte de la merde. Je vous citerai quelques autres citations de mon père. Mais fondamentalement, ça semble assez évident, vous êtes d'accord, si on fait la projection dans le jardin et dans les champs. Et en même temps, aujourd'hui, il n'y a pas de révolution à l'école. Inlassablement, on refait les mêmes choses, avec quelques petites tentatives où on se dit, si on donnait 2, 3 outils dans des mallettes, peut-être qu'on changerait. Je ne crois toujours pas à ça. Je crois qu'aujourd'hui, on a, nous, à se mettre en lien avec un chemin qui nous interroge sur cette capacité qu'on pourrait être de est-ce que finalement on est aussi inspirant que ce qu'on veut bien se raconter. Je suis venue en train, et il y avait une maman qui engueulait son gamin parce qu'il était sur le téléphone, etc. En disant oui, puis en plus t'as pas lu pendant les vacances, t'avais promis. Alors après j'ai appris qu'il était en 3e. C'est incroyable. Alors lui dit, oui, tu avais dit que tu arrêterais avec ce sujet, il y en a marre. Comment tu veux que j'arrête? Eh bien, parce que tu fais toujours la même chose. Oui, mais moi, j'en ai marre. Eh bien, moi aussi. Voilà. Et moi, je n'avais pas envie d'entrer dans le truc. Je me disais, oh non, c'est les vacances pour moi aussi. Et en fait, qu'est-ce que je vois? La maman, elle a fini le trajet sur son téléphone. Je me suis dit, ça, c'est quand même remarquable. Voyez, tous ces moments. Et alors, ce n'est pas une critique de cette maman, parce qu'à travers elle, je me voyais, bien évidemment, que les choses soient claires. Venez me voir à la maison, ça va vous détendre. Donc là, c'est très facile de transmettre. Vraiment. Et moi, je crois que je continue à transmettre dans toutes les zones où j'ai profondément encore besoin d'apprendre. C'est un processus très humble, en fait, ce processus de la CNV. Et que par les expériences des uns et des autres, dans les stages, les formations, je regarde Karine, parce que la semaine dernière, on était ensemble, de regarder comment, en présentiel, quand on se frictionne, pour de vrai, on arrive à grandir les uns et les autres. Donc je ne crois pas non plus aux formations en distanciel de la communication non violente. Parce que pour moi, la communication, c'est le moment, en fait, où on va être véritablement ensemble dans un même espace. Et de cet espace-là, regardez comment est-ce que, dans la prise en compte de la réalité de l'un et de l'autre, on va peut-être réussir à transcender quelque chose. C'est un défi. Alors, là, dans l'instant, je vais vous demander, pour ceux qui veulent, avec la liberté que vous avez de faire ou pas, et si ma proposition vous ennuie, eh ben vous faites un jeu sur votre téléphone, mais surtout, vous ne le dites pas à vos enfants quand vous rentrez, parce que quand même, les écrans, c'est trop pour eux. Donc, je vous invite, mais si, c'est trop pour les enfants, bien sûr. Pour nous, c'est différent, on est des grands. Donc, là, je vais vous inviter à vous remémorer une personne que vous avez croisée en étant petit, moyen, grand, et qui vous a inspiré. Et donc, je vous invite à tenter de vous souvenir qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a dit, où finalement, aujourd'hui, vous êtes certaine que cette personne vous a inspiré. Donc, je vous invite à vous remettre dans le contexte. Alors, peut-être que pour certains, certaines, vous avez vécu dans des conditions qui étaient assez tragiques, petit. Et à cet instant, vous dites, mais elle est cinglée, moi, je n'ai pas pu être inspirée par les éducateurs qui se sont occupés de moi. Et j'aimerais dire que j'ai de la compassion, bien sûr, pour ceux qui ont vécu ça. Et en même temps, je vous invite à faire un mouvement différent, si ça vous est arrivé, dans les difficultés qui étaient les vôtres, à soit imaginer un héros, peut-être,
qui vous inspirait à l'époque? C'était peut-être à partir d'une bande dessinée, peut-être, je sais pas, Le Roi Lion, la maman de Babar, j'en sais rien. Alors c'est là où je me dis: «J'ai hyper vieilli», parce que de temps en temps, il y a des gens qui «C'est qui?» Je fais: «Comment ça? Quoi, tu connais pas la maman de Babar?» Oh, voilà. Donc peut-être que c'était des acteurs à la télé, ou peut-être que c'était comme dans un rêve, par différenciation. Vous voyez, quand on vit avec des adultes avec lesquels on vit des tragédies, eh bien peut-être que ça nous forge une idée de comment on voudrait être quand on sera grand, et c'est-à-dire jamais pareil. Et oui, parce que peut-être parmi nous, il y a des gens, eh bien, dont les parents n'avaient pas les moyens d'être les éducateurs qu'ils avaient certainement rêvé. Et une des choses qui m'ont fait aimer ce processus, c'est la délicatesse avec laquelle on revoit notre éducation, parce qu'il n'est jamais, il n'est jamais question de critiquer les adultes qui ont marché sur le chemin avant nous. Puisqu'avec ce processus, on considère que tous les êtres humains, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, ils sont en train de nourrir des besoins, des valeurs, des aspirations, des forces motrices. Les ados amérindiens appellent ça leur médecine. On n'est pas en train de cautionner certaines violences, bien évidemment, on dit non à toute forme de violence, et en même temps, on réalise que derrière ces stratégies de violence, il y avait certainement des besoins qui tentaient d'être nourris d'une manière hyper maladroite. Et on va voir que quand on accompagne les jeunes avec cette perspective, dans cette posture d'ouverture, qui ne laisse pas quand même, je ne voudrais pas que vous croyiez qu'avec la CNV, tu me mets une baffe, peace and love, je t'aime, tu m'aimes, on s'aime. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est un processus d'une grande fermeté qui pose des limites avec un vrai cadre. Et en même temps, les limites, elles ne sont pas posées en réaction, elles sont posées depuis un espace de relation. Et ça fait une différence fondamentale. Donc je vous invite, à la mesure de vos moyens, à vous rappeler d'une personne qui aurait été inspirante ou qui ne l'aurait pas été, mais pour laquelle vous vous êtes dit bah, « moi, je vais faire le contraire ». Et puis, de regarder finalement à cet instant, qu'est-ce qui a été nourri chez vous quand vous avez vu cette personne-là? Vous voyez, qu'est-ce qui reste encore très présent? Et puis, ma proposition, c'est que vous puissiez vous mettre par deux. Alors, ce sera peut-être 2, peut-être 3 en fonction des sièges. Et puis, il y a une personne qui va parler. Vous allez déterminer quelle est celle qui va commencer. Et puis, la deuxième va écouter. Je rappelle que l'organe de l'écoute, c'est l'oreille. Ça peut sembler drôle, mais en même temps, je vois beaucoup dans mes stages des gens qui sont convaincus d'écouter, mais pour lesquels écouter, c'est répondre. Vous voyez, on écoute avec l'idée qu'on va répondre quelque chose. Vous voyez ce mouvement? Où dès que l'autre il la boucle, hop, on se glisse dans l'interstice. Il n'a pas le temps de respirer que hop, on lui a fermé le caquet en disant « Ah, nous aussi on va parler ». Vous voyez, comme si c'était une sorte de lutte permanente. Je dis ça parce que pour avoir été infirmière 5 ans, infirmière scolaire, souvent les jeunes me disaient « Pourquoi est-ce que vous nous écoutez ?» Mais parce que j'ai appris en fait à écouter. Et ça s'apprend, ça se réapprend. Vous voyez, cette qualité de présence. Donc, il y a une des deux personnes qui va parler. La deuxième va l'écouter en vous souvenant d'une chose fondamentale. C'est que tel que vous êtes parfait. Il n'y a rien à faire. Souvenez-vous, c'est comme si vous êtes dans un transat avec un mojito. C'est ma petite passion. Voyez? Et donc, vous êtes là pour l'autre, juste, vous lui offrez sa présence. Souvenez-vous, tel que vous êtes parfait, il n'y a rien à faire. Et donc, d'expérimenter cette posture, alors pour certains, ça va être les Annapurna en temps, on garde 1 minute sans l'ouvrir. D'accord? On relève des défis en cette fin de journée. Et simplement observer qu'est-ce que ça fait quand on se met dans cet espace où il n'y aurait rien à faire et que l'autre peut dire jusqu'au bout de ce qu'il a à dire. Simplement ça. Vous voyez, juste expérimenter cette qualité de présence.
Pourquoi? Parce que c'est un enjeu politique, la communication non violente. Quand je parle de politique, je ne parle pas d'un parti, je parle de la vie dans la cité. Il y a un enjeu qui est de soutenir les jeunes pour qu'ils accèdent à leurs ressources. Et qu'un des aspects de la communication non violente, eh bien, c'est cette écoute empathique qui va permettre aux jeunes de pouvoir accéder à leurs ressources. Là, j'écris écoute empathique pour ceux qui seraient un peu loin. Et pour ceux qui sont prêts, vu mon écriture, ça demande à être traduit aussi. Donc, que vous soyez près ou loin, de toute manière, c'est la poisse. Donc, l'écoute empathique, c'est un enjeu parce que si on fait grandir les jeunes qui nous sont confiés dans la perspective qu'ils accèdent à leurs ressources, alors fondamentalement, on va en faire un peuple de gens moins soumis que ce qu'on est en train aujourd'hui de fabriquer. Il y a une urgence aujourd'hui à accompagner les jeunes pour qu'ils se retrouvent dans une verticalité où ils sont conscients de leur autonomie et dans la conscience de l'interdépendance, c'est-à-dire comment ensemble on va contribuer à un monde différent. Donc, par deux, je vais être la gardienne du temps. Et donc, la première personne, elle parle finalement de cette personne qui a été inspirante et qu'est-ce que ça a nourri aujourd'hui concrètement? Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple. Un jour, ma grand-mère voulait m'apprendre à tricoter des chaussettes avec 6 aiguilles. Moi, absolument pas manuel, au sens où on peut l'entendre. J'ai dit, moi, ça ne m'intéresse pas. Et elle me dit, mais tu sais, c'est important parce que si tu veux garder un jour ton mari, il faudra que tu saches tricoter les chaussettes. Bon, peut-être j'aurais dû apprendre. Vous voyez ? Et mon grand-père, à ce moment-là, dit, tu vois bien qu'elle n'est pas comme les autres. Et là, mon grand-père, là où il m'inspire, j'ai encore beaucoup d'émotions quand j'en parle. Parce que dans son regard, c'est comme si j'ai reçu une bénédiction, que je pouvais exister sans apprendre à tricoter ces fichues chaussettes. Et en plus, c'était il y a très longtemps. J'avais 7 ans et j'ai un petit peu passé certains caps. Et j'ai dit, mais je crois, grand-mère, que moi, quand je serai grande, quand il y aura un trou, on agrandira le trou puis on les foutra à la poubelle. Ce qui l'avait fondamentalement choqué, et je comprends, parce que maintenant, je préférerais repriser que jeter. Vous voyez, donc il y a des roues. Mais oui, forcément. Et donc, vous voyez, je me souviens, mon grand-père, il m'inspire dans ma capacité à voir qu'on est unique. Vous voyez, on est chacun unique. Mais si quelqu'un, à un moment, ne porte pas ce regard de l'unicité, on pourrait croire qu'on est comme tout le monde. Donc, qu'est-ce que ça a nourri chez moi ? Eh bien, ça a nourri une forme d'estime de moi et de reconnaissance. Vous voyez, donc je vous exemplifie le truc. Vous vous souvenez d'une scène et vous regardez ce que ça a nourri chez vous et ce que ça continue de nourrir chez vous. Ça va, c'est clair ? C'est parti pour la première minute. Je suis la gardienne du temps. Alors, ma proposition, ce serait d'inverser les rôles. Souvenez-vous, la personne qui écoute, écoute avec ses oreilles. Et celle qui parle a 1 minute pour partager qu'est-ce que ça a nourri de fondamental pour elle quand cet adulte, qui est resté une personne inspirante, a fait ce qu'elle a fait. Vous vous souvenez, la personne qui écoute, elle n'a rien à faire.
elle est en train de développer cette qualité de présence. Tel que vous êtes parfait. Souvenez-vous de ça, ça fait du bien à la couenne. C'est parti pour 1 minute. Est-ce que tu as une jolie écriture? Tu as- Non. Ok. Non, non, mais ça va aller, ouais. Là, je vais traduire. Alors, l'invitation, c'est de remercier la personne qui vous a prêté ses oreilles. Et puis celle qui vous a partagé aussi un morceau de son histoire. Parce que c'est pas banal aussi de se relier à quelqu'un d'inspirant et de partager les bénéfices en fait de cette inspiration. Et donc, grâce à mon assistante qui me dit avoir une écriture d'un peu différente de la mienne, j'ai appris avec la CNV que la comparaison était un poison. Et en même temps, quand même, il y a des fois, ça me sert quand même de repère. Il y a des gens qui écrivent différemment de moi et pour lesquels c'est plus lisible. Alors, je dis souvent, moi en plus, je suis hyper créative en orthographe. Alors, vous voyez, ça vous fait rire. Mais oui, mais je suis sûre que dans vos classes, il y a des enfants créatifs. C'est différent de dire à un enfant qui fait des fautes d'orthographe que de le voir comme un créatif. Pourquoi? Parce que quand on voit de la créativité, bien sûr qu'on va lui partager que ce n'est pas comme ça que Larousse ou Robert auraient écrit le bazar. Mais en même temps, on va s'interroger sur comment il a fait pour en arriver là et comment on va le soutenir pour qu'un jour, eh bien, les codes qui soient les siens soient communs en fait pour vivre de l'appartenance. Moi, à force qu'on me dise que je faisais des fautes d'orthographe, j'ai perdu la confiance dans l'écriture pendant longtemps. Et puis une fois que j'ai eu compris que c'était de la créativité, ça m'a détendue parce que maintenant, je demande du soutien. Oui, mais moi, la créativité, j'aurais préféré être Rodin ou Mozart. Vous voyez? Eux, ça leur est tombé dessus, la sculpture, la musique, tout ça. Moi, l'orthographe, vous voyez? Et donc, regardez, pour ceux qui seraient créatifs comme moi, parce que je suis sûre, alors moi j'avais une idée fausse aussi, c'est que tous les enseignants, les chefs d'établissement, les inspecteurs, ils avaient toujours été doués à l'école et ils savaient bien écrire. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des gens comme moi chez vous. Et je me suis dit, ah ben ça alors, c'est la bonne blague. Il y en a qui m'ont foutu 0, alors peut-être qu'ils auraient eu 0 eux-mêmes. Et s'il y a des créatifs comme moi, là, dans la salle, je vous invite à regarder, est-ce que ça fait une différence pour vous quand vous vous jugez être capable de faire des fautes d'orthographe, ou est-ce que ça fait une différence si vous vous dites, finalement, c'est une forme de créativité? Voyez, on a un défi. Et Rosenberg disait qu'il voulait instaurer la paix à 3 niveaux. Et donc, 3 niveaux, comment montrer à chacun d'entre nous comment y parvenir? D'abord en nous-mêmes, c'est-à-dire comment être en paix avec nous-mêmes lorsqu'on a été moins parfait, par exemple. Parce qu'il disait comment apprendre de nos limitations sans nous faire de reproches ni nous punir. Déjà, si nous n'arrivons pas à faire cela, je suis peu optimiste quant au fait que nous parvenions à entrer en relation avec le reste du monde de façon pacifique. Donc il y a un enjeu, c'est comment devenir bienveillant avec nous-mêmes pour pouvoir peut-être à un moment rayonner la bienveillance à un niveau différent. Après, il disait, deuxièmement, entre les gens, et les formations en communication non violente montrent aux gens comment faire la paix avec eux-mêmes.
et en même temps, comment créer des liens avec d'autres personnes d'une manière qui permet à chacun de donner naturellement avec bienveillance. Donc on a un défi à relever qui est de retrouver cette bienveillance naturelle qui va nous permettre en fait de faire avec. Mais là où je vais intervenir juste après dans l'innovation, c'est qu'il disait, troisièmement, à l'intérieur de nos services, nos systèmes sociaux, regardez toutes les structures que nous avons créées, gouvernementales ou autres, et voir si elles permettent d'entretenir des liens pacifiques entre nous et, dans le cas contraire, les transformer. Donc, quand la communication non violente, elle est transmise à des fins de ça irait mieux avec ma belle-mère ou mon beau-père ou ma mère ou mon père, de mon point de vue, c'est une première étape. Oui. Quand elle est transmise dans on va prendre soin de nos besoins mutuels, ok. Mais de ne pas perdre de vue que ce processus est un processus sociologique. Que Rosenberg, même s'il était docteur en psychologie, il avait une vision du monde particulière où il disait si tous les êtres humains sont maintenus dans leur capacité à donner, de contribuer, ce qui est notre nature, alors un jour, il y aura une plus juste répartition des ressources sur Terre. Et je trouve fondamental que vous repartiez de cette séquence avec cette vision, oui, on va apprendre à prendre soin de soi. Oui, on va apprendre à faire en sorte que Noël avec la belle-mère, ça se passe moins pire que d'habitude. On va éviter de s'étouffer avec la dinde, d'accord ? Oui, à un moment, on va rayonner avec les collègues. Mais si on est dans une institution malmenante, alors comment ensemble on va créer un système pour être force de proposition pour que jamais les gangs dans lesquels nous sommes asservissent l'humain. C'est un défi politique, la CNV. Voyez ? Et que quand c'est réduit à observation, sentiment, besoin, demande, de mon point de vue, on passe à côté de la vision sociologique du processus. C'est pour ça que la transmission de la CNV, c'est long. C'est 7 ans, en fait, pour transmettre. C'est comme un chemin de conscience. Alors oui, on va utiliser des petites choses dès le départ, mais si je perds la vision sociologique, de mon point de vue, on ne va pas opérer le changement social tel qu'on est censé l'opérer avec ce processus. Alors, je vais revenir à vous. Quels sont les besoins qui ont été nourris en lien avec la personne inspirante ? Qu'est-ce que vous avez partagé à votre compagnon de route ? L'attachement, ouais. La reconnaissance. Pardon ? La connaissance de soi. Du soutien. Je redis parce que ma collègue m'a dit qu'elle était un peu sourde et donc c'était plus pratique que je redise. Oui, parce que sinon, ça voudrait dire que je ne donne pas autant de poids à votre parole qu'à la mienne. C'est une demande de la collègue, d'accord ? Ouais, toi aussi, tu es créative ? Génial. Donc, comme ça, on est deux, je me sens moins seule. Donc, vous voyez, parce que si je redis, eh ben, c'est comme si, vous voyez, le poids de votre parole n'est pas équivalent au mien. Mais là, c'est parce que c'est une demande. La confiance en vous, en l'autre, la confiance, mais oui. De l'estime, l'enthousiasme, la connexion, ouais, de l'inspiration, ouais, une sorte de partage d'intimité, ouais, l'unicité, l'appartenance, la sécurité. Alors, j'ai entendu l'envie, c'est où j'ai entendu envie ? Ah oui, le truc qui nous met en mouvement. Ouais. Oui, la sécurité, merci d'être le gardien du bazar. L'authenticité. Ah ouais, la disponibilité. Oui, ces gens chez qui on arrive, on a l'impression que le temps s'arrête, ils sont là pour nous. Moi, j'avais toujours l'impression d'être... J'ai à mes enfants, oui, je t'écoute, en faisant la béchamel et en téléphonant à ma mère en même temps, vous voyez ? Je pense que quand ils seront grands, si un jour ils sont dans une salle, ils diront pas disponibilité. Bon, c'était avant, peut-être maintenant ça a un peu changé. Autre chose que vous aimeriez partager ? Pardon ? Le respect, la liberté, la simplicité, ouais, la sécurité, l'autonomie,
la reliance, l'écoute, la curiosité, la transparence. Non, mais non, c'est bon. Ouais, tu peux écrire au-dessus, ouais. La bonté, mais oui, ces valeurs qui nous relient. Alors, quand la joie, ouais, la joie d'être ensemble, c'est ça? Ouais. L'intérêt porté l'un à l'autre, ouais. Le vivant, l'empathie. Vous voyez, donc quand on est relié à ce niveau-là, on est au cœur du processus où, finalement, eh bien, ces valeurs-là, ce que nous, dans notre jargon, on appelle quelquefois les besoins, souvent même, trop souvent peut-être, eh bien, c'est la nappe phréatique qui relie tous les êtres humains. Et que moi, quand je vois ces mots-là, je me dis « Waouh, comment j'aimerais vivre dans un monde où je peux vivre ça ?» Et je suis certaine que pour vous, c'est la même chose. Or, quelquefois, eh bien, il y a un delta entre nos intentions éducatives et la réalité de ce qu'on est capable de vivre dans nos familles ou dans les classes. Et c'est OK. Moi, quand la sage-femme m'a mis mon premier bébé sur le ventre, elle m'aurait dit qu'un jour, j'aurais envie de l'emplafonner. Mais je me serais dit, c'est une grande psychopathe. Je suis certaine que le premier jour où vous avez pris une classe, à aucun moment vous vous êtes dit un jour, je vais jouer au bowling, je vais en prendre un pour faire strike avec les autres. Et en même temps, il y a des moments, c'est comme si on n'a plus les moyens. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas avoir les moyens? Je veux bien que vous leviez la main si jamais. Ah ben, je me sens moins seule. Et donc, tout le travail de Rosenberg a été de mettre en évidence qu'est-ce qui fait que dans nos habitudes, eh bien, à un moment, ça ne joue plus. Et donc là où c'est la poisse, ce processus, de mon point de vue, c'est que c'est un processus qui nous invite à devenir responsables de ce qui sort de notre bouche. Et que ce n'est pas toujours confortable, la prise de responsabilité. Et en même temps, c'est un enjeu et c'est un défi. Pourquoi? Parce que le langage avec lequel on a été conditionné, eh bien, c'est un langage qui sert une certaine structure de la société. Rosenberg il s'est demandé à partir de quelles croyances on avait été éduqués, tous, dans les sociétés dites civilisées. Ça, c'est pas la même chose dans certains peuples premiers. Et donc, nous, on a grandi avec le fait qu'il existe le bien et le mal. Et quand nos parents se sont penchés sur notre berceau, ils se sont dit « Oh, qu'il est mignon, qu'elle est mignonne !» Mais peut-être elle ignore le bien et le mal. Donc, on va l'éduquer. J'aime beaucoup le terme d'éduquer, d'en montrer le chemin. Et donc, eh bien, nous avons été éduqués. Tiens, il manque une bulle, c'est drôle, sur le truc. Il y a un machin là qui manque. Parce que moi, je l'ai sur mon ordi. Bon, tout va bien. Eh bien, je vais vous le dire. Tu dis? Hop. Ah! Donc, on va l'éduquer pour reconnaître le bien et le mal. S'il fait bien, eh ben on lui filera une récompense. Et s'il fait mal, on lui fourguera une punition en espérant que ça marche, qu'il apprenne. Vous voyez? Et que on a intégré un vocabulaire particulier de jugement, d'ordre, d'exigence et de déni de responsabilité qui fait que quand on éduque comme ça, c'est pas bien ou mal. Regardez, nous sommes devenus les belles personnes que nous sommes. C'est peut-être qu'aujourd'hui, il est temps de faire un virage. Parce qu'aujourd'hui, on connaît les conséquences de certains modes d'éducation, notamment en lien avec les apports des neurosciences. Et que plus on grandit comme ça, plus on développe des repères externes, et que finalement, c'est toujours quelqu'un à l'extérieur de nous qui nous dit si ce qu'on fait, c'est bien ou mal. Vous voyez, même si on n'a pas très froid, notre mère considère, ou notre père, il considère qu'il faudrait mieux qu'on mette un pull. Et puis, à un moment, on ne sait plus trop. Donc, c'est le parent qui sait, c'est l'éducateur. Après, c'est le ministre qui nous dit s'il faut faire un truc ou l'autre. Vous voyez? Et donc, c'est comme si, à un moment, on a perdu l'aiguille à l'intérieur de la boussole. Et que ces langages, eh bien,
elles maintiennent des structures de domination et de compétition où, d'une certaine manière, il vaut mieux être en haut de la pyramide qu'en bas. Vous voyez, il vaut mieux être le juge que le jugé. À certains moments, il vaut mieux être le prof que l'élève, il vaut mieux être le parent que l'enfant. Peut-être il vaut mieux être le président que les présidés. Rosenberg s'est dit, je vais partir d'un autre présupposé, qui est que l'être humain aime contribuer. Il y a 60 ans, c'était une hérésie. Aujourd'hui, on sait prouver qu'un enfant à la naissance est un être de contribution, puisque certains bébés qui naissent dans des familles où les papas ou les mamans sont dépressifs, par exemple, eh bien, ce sont des bébés qui pleurent moins. Et donc, il s'est dit, si l'être humain aime contribuer, bien sûr qu'on va l'éduquer. Vous n'allez pas perdre votre job demain. L'éducation, c'est fondamental. On va continuer de montrer le chemin, mais peut-être qu'on va s'y prendre autrement. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser les mêmes moyens. On va faire grandir les enfants dans la conscience des besoins mutuels. On va développer l'auto-empathie, c'est-à-dire l'art de prendre en compte les émotions comme témoins d'un besoin. Et puis, on va les apprendre à dire les choses d'une manière où ils vont prendre la responsabilité de ce qu'ils disent. Et que quand les enfants grandissent comme ça, eh bien, ils développent plus de repères qui sont des repères internes. Pas parce que les repères externes sont mal, mais on va trouver un équilibre entre les repères internes et externes pour, à moyen et long terme, développer des systèmes où il y a plus de coopération, où il y a plus de collaboration et où, d'une certaine manière, ça maintient en fait notre nature qui est une nature de contribution. Alors, pourquoi on parle de girafe et de chacal sur les slides? Eh bien, parce que Rosenberg, c'était un génie de l'éducation. Il s'est beaucoup appuyé sur les travaux de Piaget, que vous connaissez mieux que moi, où il disait que les enfants apprennent par imprégnation et par différenciation. Et tout le processus de la communication non violente est un processus de différenciation clé, où on peut voir le monde avec certaines des conséquences ou d'autres conséquences. Et donc, il a choisi la girafe comme animal symbole qui voit les situations avec une certaine perspective. Elle ne regarde pas les gens de haut, d'accord? Il y a un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah ouais, c'est super, je vais pouvoir regarder les gens de haut. » Ce n'était pas tout à fait le but. On regarde avec une certaine perspective et la girafe, elle sait que les êtres humains, quoi qu'ils disent, ils nourrissent un besoin. La girafe, c'est l'animal sur Terre dont le cœur est le plus musclé. Donc elle voit les situations avec bienveillance. Et en même temps, la girafe, dans la savane, eh bien, elle n'a pas de prédateur. Elle est en situation à risque seulement quand elle boit ou quand elle est blessée. Un lion, il sait que s'il s'approche d'une girafe, il peut être mort un coup de sabot. Vous voyez, c'est un processus de fermeté. Et puis, il a eu cette idée de prendre le chacal comme repère de l'éducation que nous avons reçu depuis la nuit des temps. Et nous avons reçu, je vais faire un petit truc un peu plus rapide que ça, là, je reviendrai. Voilà. Le chacal, eh bien, c'est juste la traduction de ce que nous avons reçu comme langage, où on nous a appris à juger, et on est capable de juger. On a appris à donner des ordres et à être dans l'exigence avec les autres. Et puis, le plus grand fléau de notre humanité, le déni de responsabilité de nos actes, de nos paroles et de nos émotions. Vous voyez, tous les moments où on dit « c'est pas moi qui l'a dit » ou c'est la circulaire, par exemple, où on va dire « je suis triste à cause de toi » ou on va dire à une classe « vous me fatiguez ». Et donc là, on va regarder que quand le chacal, il s'exprime comme ça, c'est juste un petit chou. Vous voyez, il n'y a pas de séparation entre le chacal et la girafe. Le chacal, regardez, la bonne nouvelle, c'est une girafe qui a un trouble de l'élocution. Voyez? Eh oui. Donc, quand quelqu'un va vous aboyer dessus, eh bien, souvenez-vous que c'est une personne qui alerte pour être entendue à un niveau différent. Donc, quand un parent va vous dire « oui, alors cette année, en maths, depuis que c'est vous, c'est la Bérésina. L'année dernière, ça marchait super bien avec votre collègue. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais alors depuis que c'est vous. » Et là, on serait tenté de dire « oui, bah, si votre gamin il faisait ses leçons, peut-être que ça marcherait mieux, par exemple. » Ou bah, « c'est pas de ma faute si mon collègue, l'année dernière, il leur donnait des trucs qui n'étaient pas au niveau, comme ça au moins il n'était pas emmerdé. »
voyez, on pourrait être tenté quelquefois de réagir. Alors, c'est ni bien ni mal, c'est juste ce qu'on a appris. Et là, nous, on va tenter d'aller écouter ce que la personne dit au-delà de ce qu'elle vit. Et ça va être la posture empathique. Peut-être que ce parent, il est hyper inquiet. Peut-être que ce parent, il a besoin d'entendre certaines choses en lien avec ce programme où on passe de 5e en 4e et que peut-être, en fait, il y a un delta. Peut-être qu'il a besoin d'être entendu dans ses propres peurs. Et donc, nous, on ne va pas prendre l'aboiement comme étant un truc contre nous. On va prendre ce que cette personne dit comme une alerte de quelque chose qui aimerait être entendu et pour lequel il n'a jamais eu les moyens, en fait, de le dire autrement. Et que cette écoute empathique aujourd'hui, eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, ça va avec ce qu'on a découvert des neurosciences affectives et sociales, où Damasio, qui est un génie, il a mis en évidence, dans un service hospitalier où lui, il travaillait avec des gens qui avaient une atteinte du cortex à partir d'accidents, à partir de lésions cérébrales, d'hémorragie, des gens qui avaient des comportements totalement asociaux. Et quand il a eu l'idée de tester leur quotient intellectuel, eh bien, on s'est rendu compte que leur quotient intellectuel était nickel. Et là, il s'est dit, oulala, donc ça veut dire que le cerveau, il est en partie dévolu aux relations. Et donc, ça a été une grande nouveauté. Donc là, moi, je ne suis pas une spécialiste des neurosciences, d'accord ? Si vous voulez lire les livres de ma collègue Catherine Guéguin, elle décrit toutes les études qui sont faites dans le monde entier. La bonne nouvelle, c'est qu'on apprend que le cerveau d'un enfant, il est extrêmement vulnérable et fragile, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est malléable. C'est-à-dire que même si les enfants vivent des choses extrêmement difficiles chez eux, le fait qu'ils baignent dans une ambiance bienveillante à l'école, eh bien, va leur permettre de pouvoir faire travailler, enfin en tout cas réparer une partie de leur cortex. Et ce que je voulais vous montrer, c'était ça. C'est qu'aujourd'hui, on sait que quand le cerveau d'un être humain baigne dans les humiliations, les punitions et le stress, et attention, c'est à répétition. C'est pas parce qu'un jour vous avez dit à un gamin « Oh, là, tu commences vraiment à... » voilà, que vous lui avez pété le cortex. Non. Vous savez pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se diffusent, Internet, co, et je trouve que le métier, par exemple, d'enseignant, il devient de plus en plus compliqué. Parce que les gens arrivent avec des savoirs qui, quelquefois, sont déformés, et je trouve que ça complique le métier d'enseignant. Et ça, je trouve ça rude. Et donc, la sécrétion de cortisol, là encore, c'est la même chose. C'est l'excès de cortisol qui va activer l'amygdale, qui est le centre de la peur, seule partie du cerveau mature quand même à la naissance. Ça empêche la sécrétion de l'ocytocine, et on va voir derrière ce qui se passe. L'hippocampe, qui est le centre de la mémoire, et puis l'altération du cortex. Je le fais vite. Aujourd'hui, on sait que quand le cerveau d'un enfant, et pas seulement d'un enfant, le nôtre, c'est-à-dire que si on vit dans un établissement où il y a plus de stress que ce qui est nécessaire, plus d'humiliation que ce qui est nécessaire, vous pouvez vous aussi perdre vos compétences. Quand on vit potentiellement avec des ministères qui ne prennent pas en compte la réalité, il y a un moment où ça peut altérer aussi notre propre cerveau. Et donc, je trouve fondamental qu'on soit au courant de ça ensemble pour, à certains moments, dire comment on va s'en sortir ensemble pour retrouver cette bienveillance qui est notre nature. L'enjeu, il est que le cerveau baigne dans le plus d'ocytocine possible. Pourquoi ? Parce que la production de dopamine va stimuler la motivation, que la stimulation de l'endorphine, c'est la sensation de bien-être, la sérotonine, ça stabilise l'humeur. Mais là où j'aime le plus les découvertes des neurosciences, c'est pour ça. Pourquoi ? Parce que quand le cortex orbitofrontal, il se développe à son maximal, eh bien l'enfant, nous, on reste dans cette empathie qui est notre nature. Là où c'est très puissant, c'est qu'on va apprendre à réguler les émotions. Aujourd'hui, on sait qu'un enfant, il n'a aucun moyen de réguler les émotions. On parle de tempête émotionnelle, la notion de caprice est tombée à l'eau depuis les découvertes des neurosciences. Mais surtout, ce que j'aime, c'est ça. C'est que le cortex, c'est le lieu du développement du sens éthique et moral. Et c'est là où on fait un pont
entre ce qui se passait avant et ce vers quoi on pourrait tendre, même si Rosenberg disait « je ne suis pas sûre que ce que je prétends, ce sera mieux. Ce que je propose, pardon, ce sera mieux. Par contre, je peux vous assurer que ce sera différent. » Et j'aime beaucoup cette vigilance, que si on n'essaie pas autrement, on ne va peut-être pas s'en sortir autrement. Pourquoi j'aime ce développement du sens éthique et moral? Parce que quand on punit les enfants, quand on leur donne des récompenses, eh bien notre intention, elle est là, de développer ce sens éthique et moral. Sauf que d'un côté, ça a des conséquences et de l'autre, ça a des conséquences différentes. Et qu'aujourd'hui, on arrive à un carrefour où on a un choix à faire sur qu'est-ce qu'on veut comme monde de demain. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de voir que plus le cerveau de l'enfant est stressé, moins il a de capacité à pouvoir prendre des décisions. Alors que nous, ce qu'on veut, fondamentalement, eh bien, ce sont des êtres capables de faire des choix. Donc aujourd'hui, il y a une révolution à mettre en place, il y a une innovation à aborder sur le fait que oui, il est urgent que les adultes reçoivent des formations qui leur permettent d'intégrer toutes ces notions. Alors c'est ça. Donc ça, les habitudes, voilà. J'aurais pu passer un temps sur les habitudes d'écoute, mais déjà, le fait que vous ayez écouté la personne tout à l'heure sans rien dire, c'est comme si vous commencez à intégrer que moins vous l'ouvrez, plus la personne va développer l'art d'accéder à ses ressources. Bien sûr, dans les formations, on travaille énormément l'écoute empathique, ça c'est très clair. Alors nous, à Déclic, l'idée, c'est de s'occuper des gens qui prennent soin des enfants. Je vous l'ai dit en début de conférence, de refuser tout ce qui est en direction des enfants, non pas parce que ça ne nous intéresserait pas, mais que mon père disait toujours la même chose, toujours mon père, n'est-ce pas? Il disait, ma chérie, c'est pas une question de bêche, c'est qui tient le manche. Donc, comment nous, en tant qu'adultes, fondamentalement, on peut être cette source d'inspiration et d'appui pour les jeunes qui nous sont confiés. Donc, nous, à Déclic, on a 3 axes, former, soutenir, montrer. Donc, diffuser la CNV dans l'éducation, le soutien des acteurs éducatifs en disant si on fait des communautés pour que vous ne soyez plus jamais seuls, peut-être qu'à un moment, eh bien, on va avoir la force ensemble de proposer des choses différentes. Et puis, on travaille sur différentes commissions, notamment autour des CPS, pour regarder comment on pourrait s'associer pour que les acteurs ensemble puissent innover en fait au service des enfants dont on a la responsabilité. Le dernier livre qu'on vient de sortir avec Catherine Guéguin et Catherine Schmider, je pensais qu'il allait être là sur la table et puis en fait Canopée n'a pas livré les bouquins. Donc c'est la première fois où il y a un livre qui sort à l'Éducation nationale avec le titre de la communication non violente. On a fait un grand pas. Et on a même été soutenu par la Miviludes où ils disent que ça demande d'être certifié pour proposer cette approche pour que ce ne soit pas vécu à des fins de manipulation. Donc ça, c'était une célébration. Et puis, le dernier événement auquel on tient beaucoup, et d'ailleurs demain soir, on va faire cette présentation. On a mis en relation une cinéaste avec une dame qui travaille dans une banlieue en zone d'éducation prioritaire à côté d'Angoulême. Elle a des tout petits de 2 ans et c'est une prof qui est formée à la communication non violente et la cinéaste l'a filmée pendant une année entière, 2 jours par mois, pour montrer comment on peut se comporter d'une manière différente avec les enfants tout petits. Et donc demain soir, si vous allez sur le site de Déclic, eh bien, il y aura le teasing là de ce film, avec cette idée, en fait, on espère que le film va sortir en 2025, 26, 2026, 25, bref, enfin l'année prochaine, non, 2026 je crois, voilà, pour montrer qu'on peut faire différemment très très tôt si on a intégré cette posture d'adultes inspirants, différents. Je vois qu'il est 16h30, et j'aimerais vous remercier de votre participation.